Voilà, le pulmotor, ça dit pas grand-chose à grand monde, mais c'est les premiers respirateurs de premier secours. Et pourquoi je vous fais cette conférence? C'est parce que en 2005, j'avais lu dans La science et la vie de mon grand-père un article sur le pulmotor, et j'ai fait un article sur le site qui est toujours en ligne. Il a été consulté, cet article, plus de 1200 fois depuis qu'il a été publié. Et j'ai été contacté en début d'année par une société de décors de cinéma qui cherchait un masque pour un pulmoteur bébé. Alors, j'aurais dit, venez au musée, et puis on a bricolé un masque Dräger avec... bon, c'était pas le masque idéal, mais ils sont partis avec ça, et je lui ai dit, tenez. Elle lui dit, combien je vous dois? Je lui ai dit, ce sera gratuit, vous me le rendrez. Elle me dit, écoutez, si on ne sert pas du pulmoteur bébé, on vous le rendra. Et on nous en a fait don. À ce moment-là, moi qui n'étais pas au courant qu'il existait un pulmoteur bébé, j'ai commencé à faire des recherches scientifiques, ce que je n'avais pas fait en 2005. Voilà le prototype du pulmotor qui date de 1907. Vous voyez, c'est le créateur de la société Dräger, Johann Heinrich Dräger, qui le fait, et c'est un pulmotor dont on va parler. Alors, vous voyez ça, c'est une photo extraordinaire. J'ai trouvé un article d'histoire de la ventilation fait par Dräger qui est remarquable, et beaucoup de mes iconographies ont été prises dans cette histoire. Alors voilà, le facteur qui remet la lettre où il y a le brevet du pulmotor de 1907. C'est extraordinaire. Donc, pourquoi il a appelé le pulmotor? Parce qu'il a été témoin de la réanimation d'un noyé sur la Tamise. Il a été, je reprends, il a été témoin de la réanimation d'un noyé sur la Tamise. Et il s'est décidé, vu les résultats qu'il y avait, de faire un respirateur artificiel. Comme son père était horloger, il a été formé à l'horlogerie et il a appliqué un système il contrôle le schéma de ventilation par un mouvement d'un disque à câble et il était breveté en 1907. Le principe du pulmotor, le voilà. Vous voyez sur la partie droite l'insufflation, vous soufflez et vous avez l'oxygène qui arrive par ici et qui fait un appel d'air par un effet Venturi et qui envoie la ventilation au patient. Quand on bouge la came, automatiquement on se trouve en expiration, l'oxygène ressort et le gaz pousse l'expiration, les gaz expirés vers l'extérieur. Alors, voilà le schéma. Vous voyez bien l'arbre à came qui est en haut à gauche, avec la manivelle pour faire tourner, pour donner la fréquence respiratoire. Mais son système d'arbre à came est très rigide et n'arrive pas à s'adapter au patient. D'autre part, il y a un tube unique qui rejoint l'appareil au patient et c'est cause d'un espacement machine, ce qui fait qu'il y a beaucoup de rebracing et un hyper CO2. Donc, il charge son fils Bernard Dräger et son ingénieur Hans Schröder de remédier au problème. Voilà l'image qu'on voit partout sur le pulmotor. En 1908, Bernard Dräger commence tout de suite par changer. Il n'y a plus qu'un tuyau, donc on en met deux, un pour l'inspiration, un pour l'expiration, et on a résolu le problème du rebracing. Là-dessus, Hans Schröder, lui, a supprimé l'arbre à came et a inventé le système qui est une commande par un système pneumatique de pression. C'est un relaxateur de pression. Lors de l'inspiration, à 20 cm, jusqu'à 20 cm d'eau, le circuit passe en expiration, et quand on inspire à moins 25 cm d'eau,
le circuit repasse en inspiration. D'autre part, il y a un circuit accessoire de ventilation. Voici les schémas classiques que l'on trouve, inspiration, expiration. Le ballon représente le patient. Alors, deux innovations, le circuit accessoire pour l'oxygène pur, et deuxièmement, un humidificateur qu'ils mettent, c'est-à-dire ils mettent des filtres en nickel qui retiennent l'eau à l'expiration et qui la restituent à l'inspiration. 1908. 1908, le nez artificiel est déjà créé. Alors, immédiatement, ils lancent la production, voilà l'image, et ils en vendent à travers le monde entier. 3000 en 1908, 6000 en 1918, et on estime qu'il y en avait 12 000 en 1946. Mais pourquoi ça marche? Parce qu'il y a des publications de rigueur, et surtout, il y a des publications nationales, internationales, grand public, à tel point qu'en France, bien que ce soit l'Allemagne en 1908, on publie dans La Science et la Vie un article sur le pulmotor qui sauve les vies dans les mines, dans les endroits, partout, et à chaque fois qu'il y a un article, ça plaît énormément au grand public. Alors, je vous présente ce mode d'emploi, parce que c'est le mode d'emploi de 1908, parce qu'il est très bien fait. Alors, j'ai traduit le texte allemand, libéré, alors on le déshabille, on libère le corps et on lui fait évacuer, si c'est un alcoolique ou c'est un noyé, l'eau qu'il a. Puis on pose le patient sur le dos, puis on ouvre la bouche et on enlève les mucosités avec le doigt, puis on luxe le maxillaire inférieur, donc ça c'est très important, on ajuste le masque, et puis ils ne disent pas grand-chose pour ajuster le masque, et puis on exerce une pression sur la trachée pour éviter d'avoir de l'air dans l'estomac. C'est la manœuvre de Sealing. Donc, c'est très bien, c'est parfait, on met en route le respirateur, et puis, si ça ne marche pas, on essaye de voir, notamment si la langue n'est pas retirée en arrière, donc il faut tirer la langue, et dans le cas extrême, on se sert juste du dispositif manuel d'inhalation d'oxygène. Mais je trouve que ça, en réanimation, c'est quelque chose d'abord. En 1913, les obstétriciens disent « on veut un pulmotor, on veut un pulmotor, on veut un pulmotor ». Et c'est le modèle qui nous a été donné, le pulmotor Baby, 1913-1914. À la demande des obstétriciens, ils fabriquent cet appareil, et les premiers résultats qui ont été publiés dans Surgery, Gynécologie et Obstétrique par Henry Free sont extrêmement prometteurs. Il raconte que dans telle maternité, et il cite des cas de nouveau-nés qu'ils ont sauvés, vu les antécédents obstétricaux qu'ils avaient. Je ne suis pas sûr que leur cerveau ait très bien résisté après. Bon, mais ça c'est mon opinion. Alors là, c'est l'image avec la bouteille d'oxygène. La bouteille d'oxygène permettait de tenir 40 minutes. Et il y en avait une deuxième de secours pour pouvoir la remplacer. Et la différence avec le pulmotor adulte, c'est que c'est le médecin qui va passer en aspiration. Alors on commence toujours par une expiration, et puis on fait 40 fois, on passe 40 fois par minute pour passer de l'aspiration à l'expiration. Voilà, ça ranimait les nouveau-nés, et ça marche relativement. Pour un certain nombre de cas, ça marche. Ça marche surtout, c'est les nouveau-nés qui ont encore une activité cardiaque. Ceux qui n'ont pas d'activité cardiaque, c'est beaucoup plus difficile. J'ai retrouvé sur Internet une notice, mais elle est en tchécoslovaque. Je ne peux pas vous en dire, voilà, il n'y en a pas d'autres, je n'ai pas pu retrouver une autre notice.
Elle était en vente, mais je ne sais plus si encore. Mais le pulmotor arrive et tout de suite les polémiques sont créées. Les gens disent comment on marche à l'inverse de la ventilation habituelle. Donc il y a tous les physiologistes de l'époque qui ont été appliqués, Hunter, Lindsay, Rhodes, mais il y en a deux qui sont particulièrement acharnés contre le promoteur. Samuel James Meltzer, qui était d'origine allemande et qui exerçait à New York, et Yandel Anderson. Beaucoup de commissions ont donné leur avis, notamment le comité central de la Pousse qui a autorisé, la National Electric Light Association, la Resuscitation Commission, tout ça a donné des avis, et surtout on a créé de nouvelles commissions pour savoir si on pouvait faire de la ventilation en pression positive, et on n'a jamais eu vraiment de résultat. Alors, les pressions, qu'est-ce qui était reposé au pulmotor? Les pressions positives à l'inspiration et la pression négative à l'expiration n'entraînent-elles pas des alvéoles pulmonaires collabées ou explosées? Parce que comme on aspire, l'alvéole se collabe et parce qu'elle n'a pas de cartilage autour. Donc, les méthodes manuelles sont-elles supérieures aux méthodes automatiques? Le pulmotor, en raison de son venturi, ne donne pas 100% d'oxygène. Alors on a calculé, en gros, le pulmotor donnait 30%, un mélange à 30% d'oxygène. Donc c'est... Et puis c'est nul, parce qu'il faut 100% d'oxygène pour l'oxyde de carbone, pour les fumées, les incendies, les fumées toxiques. Donc, d'autre part, relaxateur de pression, on le sait tous, nous, maintenant, quand il y a une trop grande résistance, ça inverse, la fréquence augmente. Donc, quand les pressions sont trop vite atteintes, la fréquence s'accélère et le patient n'est pas ventilé. La ventilation artificielle, ça, nécessite un savoir que les utilisateurs n'ont habituellement pas, et le patient meurt. Il n'y a plus de gaz carbonique comme stimulant respiratoire. Alors ça, c'est la grande époque où on met du CO2 pour faire reprendre la ventilation. Ça va durer 20 ans. Donc, et puis surtout, la notoriété. Pourquoi le pulmotor est tellement... C'est parce qu'il y a tout le temps des articles dans les journaux grand public. Et ça plaît à tout le monde. Et tout le monde veut avoir cet appareil pour être sauvé. Meltzer, il rejette toutes les méthodes de respiration artificielle et il invente la sienne. Alors ça, c'est difficile à comprendre. Donc, on met un tube dans la trachée avec une sonde gastrique dans l'estomac. On a un soufflet et puis, pour limiter la pression, vous avez le flacon qui est sur le tabouret. Voilà. Et on pompe à la main. Il n'y a pas d'oxygène, on peut rajouter de l'oxygène, hein, et on pompe à la main. Voilà son système. Il arrive, comme il dirige une société américaine sur la réanimation, il réussit à faire admettre que c'est le bon système. Yandel Anderson, lui, il est beaucoup plus agressif. Donc, il fait une analyse très intéressante en 1907 sur les appareils de réanimation. Et il en essaye plusieurs, dont le pulmotor. Il lui reproche au pulmotor ses pressions positives et négatives contre nature, c'est marqué comme ça, et sa renommée dans l'opinion publique qui lui paraît injustifiée. Et il conclut que la ventilation mécanique est préférable aux techniques manuelles, mais qu'il ne faut pas attendre l'appareil pour commencer la ventilation manuelle. Ça ressort de toutes les enquêtes à cette époque-là. Puis il parle aussi du lung motor. Je vous ai mis l'image du lung motor, qui est en définitive plus qu'une pompe à vélo, quoi. Hein. On pompait, il n'y a rien de mécanique, mais il paraît que ça fatiguait moins les opérateurs que de faire la ventilation, la ventilation manuelle. Alors, en 1920, Anderson et son associé inventent un nouveau respirateur
c'est le HH inhalator, qui comporte un obus d'oxygène et un obus de CO2, pour avoir un mélange à 95% d'oxygène, 5% de CO2. Ils ne prennent pas de brevet. C'est une société qui prendra E et J, qui prendra le brevet. Le 24 décembre 1943, c'est-à-dire juste même pas un an avant sa mort, il publie un article dans Science, Resuscitation apparatus et Back Step Towards the Death of a Tool, c'est-à-dire les appareils de ressuscitation, et il tue le pulmotor. J'ai dû oublier un mot, Resuscitation apparatus pulmotor, j'ai dû l'oublier, Science 98. Il est furieux parce que l'appareil qui honit le pulmotor ne s'appelle plus pulmotor, mais maintenant pulmotor ressuscitator. Et il dit, c'est toujours le même appareil, il cause des ruptures traumatiques du poumon avec des degrés dangereux d'acapnie d'insuffisance circulatoire, il reproche ses pressions positives, sa faible oxydation, et il signale qu'une seule association internationale sur 4 l'a reconnu. Il attaque aussi son propre respirateur. Et il attaque aussi l'American Medical Association, parce qu'il en faisait partie, et il avait rejeté son propre respirateur en disant que c'était dangereux comme ressuscitateur. Mais ESJ a attaqué en justice, et s'est plaint à l'American Association qu'il a accepté. Alors il a démissionné de l'American Medical Association. Et il leur donne vraiment cet article est remarquable par sa virulence. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il y a 2 réponses qui vont sortir dans le JAMA et celle de Foreger qui paraissent aussi. Donc, la réponse de l'association médicale, elle défend tous les dires, elle dit non, c'était pas vrai, c'était pas la date, etc. Et Foreger, lui, est beaucoup plus raisonné, il dit la réponse de l'American Medical Association est nulle, elle s'occupe d'elle-même et rien d'autre. C'est vrai que cet appareil, mais en définitive, il n'est pas si mal que ça, et il termine parce que Henderson est mort quelque temps avant. Je fais toujours confiance à Henderson. Henderson a été quand même un grand physiologiste. Alors, dans Draeger, voilà le journal interne de Draeger, et chaque fois qu'il y a un reproche, il y a un article dessus où il donne les arguments, etc. J'en ai lu un certain nombre, elles sont très constructives, et elles incluent toujours les témoignages nationaux et internationaux de l'usage du pulmotor. Évolution du pulmotor. Donc, dès 1910, Draeger conçoit un appareil pour le Draeger MOA sur le principe du pulmotor. C'est un appareil qui ventile. Et puis, en 1913, il crée avec le même principe le pulmotor MSA pour la kinésie respiratoire. Donc le patient a une pédale, et il respire le masque, et puis il change entre inspiration et expiration en appuyant sur le masque. Et ça lui fait de la kinésie respiratoire. Ensuite, il y a eu des pulmotors muraux. Voilà un pulmotor mural qui permettait, dans une salle d'opération, de pouvoir se servir de la ventilation. Et le pulmotor tripode, avec du gaz carbonique en 1928. En 1955, gros changement dans les pulmotors, on enlève le système de ballon et on fabrique un nouveau système. C'est le pulmotor canister. Pourquoi canister? Parce qu'on pouvait le porter sur les épaules. Et il permettait aussi d'utiliser, de ventiler 2 patients différents avec 2 systèmes. Et vous voyez ce pulmotor canister
qui n'a pas duré excessivement longtemps parce qu'il est arrivé plein d'autres respirateurs de premier secours et il a perdu de sa renommée. Mais ça continue. Le système qui a été inventé en 1955, il a été repris sur un ventilateur de polio, le poliomat, qui est là-haut, et puis, enfin, sur le pulmomat, c'est le même système avec une enceinte sur laquelle on peut ventiler les gens. Voilà. Je remercie la Société hospitalière pour tous les documents qui m'ont été fournis. Et puis la publication de Traeger que vous pouvez trouver sur Internet, qui reprend laquelle j'ai beaucoup piqué d'images. Et Jean-Louis Scholtes qui m'a aidé dans la recherche de certains articles. Et puis à la Société qui nous a fait donc du Pulmotor Baby. Je vous remercie. Merci Jean-Bernard. Tu nous as malheureusement pas montré le bel appareil. Ah oui, il fallait que j'aille le chercher, j'ai pas eu le courage.